Bonjour tout le monde, nous entamons le cycle des leçons de la première année bac par l'étude du roman autobiographique La boîte à merveilles de l'écrivain marocain Ahmed Sfrewi. Cette première vidéo sera dédiée aux travaux encadrés qui porteront sur la biographie de l'auteur, la littérature maghrébine d'expression française, le roman autobiographique, les personnages, le schéma narratif, un résumé général et on terminera par l'étude du paratexte. Donc on débute par la biographie de l'auteur. Ahmed Sfrewi, écrivain marocain, né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat. Il est né dans une famille berbère arabisée, c'est-à-dire que ses parents étaient d'origine berbère, mais ils parlaient la langue arabe. Il a étudié à l'école coranique avant de rejoindre l'école française. Sfrewi a reçu une éducation premièrement traditionnelle au sein du MSID, puis il s'est orienté vers l'école française, vu que le Maroc a été colonisé par la France à l'époque. Sfrewi exerça plusieurs métiers avant d'occuper le poste de directeur de tourisme à Rabat. Donc son premier métier fut dans un cabinet d'avocats, puis il a occupé d'autres postes, tels qu'administrateur au musée, le musée des arts et métiers à Fès, et journaliste pour le compte du journal L'Action du Peuple. Il est l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Pourquoi il est l'un des fondateurs? Parce qu'il était parmi les premiers maghrébins à écrire en langue française. Ahmed Sfrewi est décédé donc le 25 février 2004 à Rabat. C'était un mercredi vers 6 heures du matin. Et à l'âge de 89 ans, il tira sa révérence et il rendit l'âme en quittant cette vie. Il a laissé un bel héritage littéraire. Parmi ses principales œuvres, on peut citer Le Chapelet d'Ambre en 1949, La Maison de servitude en 1973, Le Jardin des sortilèges en 1989, Les Mendiants en 2002. Sans oublier bien sûr La boîte à merveilles qui est objet de notre étude et qui a été écrite en 1952 et publiée en 1954. Faites attention s'il vous plaît, il est indispensable de retenir les titres de 2 ou 3 de ces œuvres. La question cite d'autres œuvres du même auteur est omniprésente dans l'examen régional de français. De ce fait, rappelez-vous donc du nom de l'auteur, sa date de naissance, sa date de décès et ses principales œuvres. La littérature maghrébine d'expression française, donc il s'agit d'une littérature qui est née au Maghreb, mais exprimée en langue française. Elle représente les habitudes, les coutumes, le mode de vie des pays du Maghreb en graphie française, c'est-à-dire en langue française. C'était une littérature qui permettait aux écrivains de faire passer le message aux Français pendant la période du protectorat. Elle est née pendant la colonisation française dans les pays du Maghreb, à savoir l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Si ces problématiques et ces enjeux s'inspirent essentiellement du contexte colonial, elle prend véritablement son essor avec les indépendances. Donc on trouve notamment qu'elle a déporté pendant toute la seconde moitié du XXe siècle à interroger des thèmes tels le pouvoir, l'autorité, l'identité, l'immigration, la condition féminine, la condition sociale. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1950, des écrivains marocains, algériens et tunisiens ont écrit des romans en langue française où ils ont parlé des coutumes et des traditions de leurs sociétés respectives. C'est-à-dire que chacun parlait des coutumes de sa société. Les Marocains du Maroc, les Tunisiennes de la Tunisie, les Algériens de l'Algérie. Ils ont aussi cité les souffrances de leur peuple qui étaient écrasés par la colonisation et leur vie d'être humain. Cette littérature a vu le jour en Algérie. C'est en Algérie que le premier roman fut écrit en 1920 par Ben Si Ahmed Ben Shrif. Il s'intitule Ahmed Ben Mustafa. Plusieurs écrivains se font remarquer, dont Mouloud Firaoun, avec son célèbre roman Le Fils du pauvre, Ahmed Sfrewi avec Le Chapelet d'Ambre, Driss Shraibi, Le Passé simple en 1954, Rachid Boujadra, Nabil Faris, Mohamed Khaireddin, La légende et vie
Dagouchiche, Abdellatif Labi, Tahar Ben Jelloun en 1970, Rachid Mimouni, Abdelhaq Serhan, Assia Djebbar, Katib Yassine et d'autres. Donc, avec l'avènement du XXIe siècle, d'autres écrivains viennent voir le jour. Cette littérature compte 3 ou 4, pour être plus précis, 4 courants. Le premier courant est appelé le courant ethnographique. C'est un courant où on abonde les thèmes folkloriques et le but de cette littérature est de faire plaisir aux lecteurs européens curieux de connaître le secret de la vie au Maghreb. Mais surtout, elle vise à préserver l'identité culturelle par le biais de l'évocation des images authentiques. On le trouve chez Mouloud Firaoun, chez Ahmed Sfraoui et notamment chez Mohamed Dib. Le deuxième courant de cette littérature maghrébine d'expression française est le courant esthétique. Ce courant est né au besoin d'exprimer son monde intérieur et là, on pourra donner comme référence les écrits de Mohamed Dib et de Assia Djebbar. Le troisième courant est celui de la contestation, le courant de la contestation. L'écrivain qui fait partie de ce courant dévoile les tares de la colonisation et critique sa société. Ceux qui ont excellé dans le courant de contestation sont Katib Yassine, Albert Memmi et Driss Shraibi. Le dernier courant est celui de combat et de résistance. C'est un courant qui mène un combat contre l'occupation française et prône la libération. Il fait appel à la libération, à l'indépendance. On y trouve aussi Mohamed Dib, Assia Djebbar et Katib Yassine. Parmi les principaux auteurs de la littérature maghrébine d'expression française, on pourra citer Ahmed Sfraoui, l'écrivain de La Boîte à Merveilles, Tahar Ben Jelloun, Driss Shraibi, Katib Yassine, Assia Djebbar, Mouloud Firaoun et Fatima Mernissi, bien sûr. Avec l'avènement de l'indépendance, plusieurs autres écrivains se sont joints à cette liste. Donc avant de définir le roman autobiographique, nous sommes censés nous arrêter sur la définition de l'autobiographie. L'autobiographie est un genre littéraire à part. La première définition qu'on peut retenir de l'autobiographie est celle de Philippe le Jeune. Donc, selon Philippe le Jeune, l'autobiographie est un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence. Elle met l'accent sur sa vie individuelle en particulier ou bien sur l'histoire de sa personnalité. Comme vous voyez sur la diapo, le mot est composé de 3 parties. Auto, c'est-à-dire moi, moi-même. Bio, c'est la vie. Graphie, c'est l'écriture. Donc, c'est le fait d'écrire sa propre vie. L'autobiographie est le fait d'écrire sa propre vie. L'étymologie grecque permet de définir le genre. L'autobiographie est le récit que fait un auteur de sa propre vie. Parmi les caractéristiques de l'autobiographie, on a l'importance du jeu. Dans l'autobiographie, l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont la même personne. On a un point de vue interne, c'est-à-dire on est subjectif. Pourquoi? Parce que l'auteur raconte ses souvenirs, ce qu'il a vécu. Implicitement et explicitement, on trouvera ses impressions, ses appréciations, ce qu'il en pense. Donc son point de vue, il est omniprésent, soit péjoratif, soit mélioratif. Le récit est donc fait à la première personne. Donc là, on a 2 jeux qui coexistent. On a le jeu de celui du moment de l'événement raconté, le moment où l'événement a eu lieu, comme ce qu'on va voir avec le premier chapitre de La Boîte à Merveilles, et celui de l'enfance, d'hier, bien sûr, qui sont affrontés au jeu du moment de l'écriture, aujourd'hui. Dans La Boîte à Merveilles, c'est ce face-à-face entre le narrateur enfant et le narrateur adulte. L'autobiographie a un double destinataire. On écrit pour soi-même et on écrit pour le lecteur. Là, on parle dans le cas d'une autobiographie qui sera publiée parce que plusieurs personnes peuvent écrire leur autobiographie mais sans publier. Tout ce qui est raconté dans l'autobiographie est présenté comme vrai. Donc l'auteur s'efforce d'être sincère, mais il y a le souci de l'oubli. Pourquoi? Parce que les années qui sont passées entre le moment où les événements ont eu lieu et le moment où l'auteur va nous les raconter ou bien va les écrire, font que ces souvenirs peuvent être déformés ou incomplets. Aussi, une autre caractéristique de l'autobiographie, c'est que on ne raconte pas tout.
l'auteur fait une sélection parmi ses souvenirs. Cette sélection, soit elle a un sens par rapport à l'image qu'il veut donner de lui-même, ou bien par rapport à son projet autobiographique. Par exemple, il voudrait mettre l'accent sur sa vie d'auteur, ou bien sur sa vie de soldat, ou bien sur les exploits qu'il a réalisés. Donc, il peut choisir une partie précise de sa vie pour la représenter sans toutefois être obligé de tout raconter. C'est-à-dire, il peut ne pas tout citer et faire une sélection parmi ses souvenirs pour ne citer que ce qu'il voudra présenter. On passe à la définition du roman autobiographique. Donc, on a un roman, ce qui signifie fictif, récit imaginaire et réel, et autobiographique qui nous renvoie vers la réalité, un récit réel, vrai. Donc, le roman autobiographique est un genre littéraire dans lequel l'auteur raconte des événements, des expériences et même des moments de sa propre vie, souvent sous forme de récits fictifs ou semi-fictifs. Pourquoi on dit semi-fictif? Parce qu'il y a la présence de la réalité et de l'imaginaire. Ce type de roman combine des éléments de fiction et de réalité, car l'auteur peut choisir de modifier certains détails ou même de créer des personnages composites pour mieux servir l'histoire, tout en préservant l'essence de ses propres expériences. Le roman autobiographique permet à l'auteur d'explorer sa propre vie, ses émotions, ses pensées et ses perspectives, tout en offrant une certaine liberté créative pour modeler la narration de manière à captiver le lecteur. Ce genre littéraire peut être un moyen puissant pour les auteurs de partager des histoires personnelles, de transmettre des enseignements de vie et de donner un aperçu de leur vécu. Et on va voir cela très clairement dans La Boîte à merveilles. Puisque les ruelles de Fès, qui ont été citées dans le roman La Boîte à merveilles, existent jusqu'à aujourd'hui. Les traditions des Marocains, les habitudes. Donc, le roman comprenait bien sûr une partie réelle et une partie imaginaire. L'auteur d'un roman autobiographique peut s'inspirer d'un événement vrai, d'un événement susceptible d'être vrai, d'un événement vécu, d'un témoignage ou autre, et imaginer le reste de l'histoire. Donc il y a une partie réelle et une partie imaginée ou bien fictive. Pour ce qui est des caractéristiques du roman autobiographique, la première caractéristique est que ce roman autobiographique est écrit à la première personne du singulier, à savoir je. Le roman autobiographique est écrit à la première personne du singulier, donc l'auteur utilise je. Le narrateur personnage est différent de l'auteur. Le narrateur est personnage, mais il n'est pas lui-même l'auteur. Le narrateur est lui-même personnage principal et il est différent de l'auteur. C'est ce qui fait la différence avec l'autobiographie, où on trouve que le narrateur est lui-même personnage principal et lui-même l'auteur, et que les trois sont représentés par le je autobiographique. Donc là, pour le roman autobiographique, je représente le narrateur qui est en même temps le personnage principal, mais l'auteur, il est à l'écart, il est différent. Il s'agit d'une œuvre imaginaire assez longue, écrite en prose. Le roman autobiographique est une œuvre fictive, irréelle, imaginée par l'auteur. N'empêche qu'il s'inspire d'événements vrais ou bien susceptibles d'être vrais. Et puisqu'on parle de roman, donc il est long, comparé à la nouvelle. Comme vous savez, la nouvelle est un récit court, bref, concis. Le roman autobiographique est écrit en prose et non pas en vers comme la poésie. C'est-à-dire qu'il prend la forme d'un texte et non pas d'un poème. Le récit est fictif et imaginaire, mais l'auteur, tout en se cachant derrière un personnage fictif qu'il a lui-même imaginé, peut raconter sa vie de manière romanesque. Donc l'auteur peut s'inspirer d'une expérience personnelle, un événement vécu ou susceptible d'être vrai pour imaginer l'histoire. On peut dire qu'il raconte sa vie de manière romanesque. Il combine ici réalité et imagination. Les romans autobiographiques présentent plusieurs caractéristiques distinctives qui les distinguent d'autres genres littéraires. Par exemple, le personnage principal du roman est généralement une version fictive ou semi-fictive de l'auteur lui-même. Pourquoi on rappelle à chaque fois semi-fictive? Parce qu'on a dit que le roman combine la vie réelle, c'est-à-dire la réalité
avec l'imagination. Les événements et les expériences décrites sont souvent inspirés de la vie réelle de l'auteur. Étant donné que le roman autobiographique est basé sur les expériences personnelles de l'auteur, la narration est souvent subjective. Le point de vue est omniprésent. Il ne reste pas neutre, au contraire. Il exprime son point de vue, qui peut être péjoratif ou amélioratif selon les événements cités. Les émotions, les pensées et les points de vue de l'auteur sont profondément explorés. Il reste subjectif du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Et bien que le roman soit basé sur des éléments autobiographiques, les auteurs ont la liberté de prendre des libertés créatives. Ils ont cette marge de création, d'où la fiction, c'est-à-dire la partie roman. On a dit que roman autobiographique est un nom composé de deux mots. Roman renvoie vers tout ce qui est fictif, imaginaire et réel, et autobiographique renvoie vers ce qui est réel, vrai, vécu. Donc les auteurs des romans autobiographiques peuvent modifier les détails, fusionner des personnages ou des événements. Ils peuvent même créer des dialogues et des situations imaginaires pour servir le récit et l'enrichir. Les romans autobiographiques ont tendance à contenir des réflexions profondes sur la vie, sur la nature humaine, sur l'identité et d'autres questions existentielles. Et là, pour les questions existentielles, c'est ce qu'on va voir avec Sidi Mohamed lorsqu'il va penser à la mort, lorsqu'il cherche à définir la mort. Donc, ces auteurs utilisent souvent leur expérience personnelle pour explorer des thèmes plus larges. Les romans autobiographiques explorent souvent la mémoire et la manière dont les souvenirs sont perçus et transformés au fil du temps. Ils peuvent également discuter de la manière dont les événements passés continuent d'influencer le présent et de préparer le futur. Ces romans peuvent inclure des éléments de différents genres littéraires, tels que le roman d'apprentissage, le roman épistolaire, s'ils contiennent des lettres, et même d'autres genres. Donc, étant donné le caractère personnel du roman, les lecteurs peuvent souvent établir un lien émotionnel profond avec le personnage principal et les expériences qu'il vit. Et là, on pourra partager au cours de la lecture de la boîte à merveilles les expériences de Sidi Mohamed, ou même au moins éprouver un certain chagrin au moment où il va citer les funérailles auxquelles il assiste pour la première fois. Les romans autobiographiques ne suivent pas nécessairement une chronologie stricte. Ils peuvent sauter en avant ou en arrière, marquer des analepses ou bien des prolepses dans le temps pour mieux explorer différentes phases de la vie de l'auteur. Donc, on peut dire que le roman autobiographique est un genre littéraire riche et diversifié qui combine des éléments de la vie réelle avec la créativité artistique de l'auteur pour créer des récits profonds et captivants en même temps. Place à présent au personnage. Le premier personnage est celui représenté par je. C'est le narrateur, personnage principal à la fois, Sidi Mohamed. Il est le fils de Lalla Zoubida et de Ma'alem Abslam. Il s'appelle Sidi Mohamed. Il est âgé de 6 ans. Il se sent seul, bien qu'il aille au Msid. Il est tout le temps seul. Donc, la solitude ne le quitte pas. Il a un penchant pour le rêve. C'est un Fessi d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles contenant des objets mêlés. Il souffre de fréquentes diarrhées. Donc, il est en même temps un enfant qui aime inventer des mondes virtuels et fantastiques. Son seul ami est sa boîte à merveilles. Et il a un problème avec la fille des voisins, Zineb, qu'il n'aime pas du tout. Ensuite, on a Lalla Zoubida. Lalla Zoubida est la mère du narrateur. C'est une femme qui prétend être la descendante du prophète et s'en vante, elle s'en flatte. Elle est superstitieuse. Ses yeux reflètent une âme d'enfant. Elle a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court, comme l'a décrit son fils. Elle n'est pas coquette, elle est âgée de 22 ans, mais elle se comporte comme une vieille dame. Elle est connue par sa fidélité à son mari et sa sincérité envers sa copine ou bien son amie Lalla Aïcha. Elle est bavarde, elle parle beaucoup et prie peu. Sidi Abslam est le père du narrateur. C'est un homme d'origine montagnarde. Il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Fès. Il exerce le métier de tisserand, fabricant de tissus.
Grâce à ce métier, il vit à l'aise. C'est un homme fort, de haute taille, un homme barbu que le fils trouve beau. Il a la quarantaine. C'est un homme qui parle peu et qui prie beaucoup. Zineb, après, Zineb, c'est une fille qui a exactement un an de plus que le narrateur, qui est âgé de 6 ans, donc Zineb a 7 ans. Elle est la fille de Driss Lawad et de Rahma. Et elle était détestée par le narrateur, personnage, qui est Sidi Mohamed. Après, on a Rahma. C'est la femme de Driss Lawad. Elle occupe le premier étage et elle est décrite comme une belle femme souriante avec des talents de conteuse qui forcent l'admiration du narrateur. Le narrateur Sidi Mohamed a aimé beaucoup les moments où Rahma contait ou bien racontait. Pour lui, elle avait des qualités de conteuse. Elle pouvait impliquer celui qui l'écoute dans son conte. Elle avait ce don. Driss Lawad, le voisin du narrateur, il est à la fois le père de Zineb et l'époux de Rahma, et il est un fabricant de charrues. Il a la quarantaine, c'est-à-dire le même âge que le père du narrateur. Fatma Bziwiya, c'est la voisine de la famille de Sidi Mohamed. Ces rares apparitions font d'elle un personnage secondaire. Elle n'est pas omniprésente dans le récit. Elle est l'époux de Fatma Bziwiya. Il exerce le métier de jardinier. On l'appelle le jardinier. Le Fqih, un vieil homme barbu, maigre, qui dirige une msjid et qui est connu par sa sévérité avec les enfants, dont il prend l'éducation en charge. Il a un regard perçant et il fait peur aux enfants, surtout le mardi, jour néfaste, le mardi où les enfants sont censés réciter les versets coraniques de la semaine. Ensuite, Driss, c'est un serviable apprenti de Ma'allim Abdeslam, surnommé le teigneux. C'est lui qui se chargeait des courses du foyer du narrateur. Lalla Aïcha, l'amie intime de la mère de Sidi Mohamed, c'est l'amie de Lalla Zoubida, c'est sa confidente. Les deux femmes échangent les visites et se racontent les secrets en présence de l'enfant qui capte tout. À chaque fois qu'elles sont ensemble, les deux femmes commencent à se raconter des secrets, à se confier l'une à l'autre. Pendant ce temps, Sidi Mohamed est omniprésent et il écoute tout ce que les deux femmes disent et il enregistre tout. Moulay El-Arbi est l'époux de Lalla Aïcha. Il est trahi par son associé qui l'a mis dans une situation difficile. Mais il a pu surmonter cette situation difficile grâce à l'aide précieuse de son épouse Lalla Aïcha. Sidi Mohamed Ben Tahar, c'est le coiffeur qui habitait le quartier du narrateur. Et sa mort provoquait de la fièvre et du délire chez Sidi Mohamed parce que c'était la première fois qu'il assistait à des funérailles. Abdullah, c'est un épicier aimable du quartier. Malgré le peu de clients, la pénurie en clients n'a pas touché à sa popularité dans le quartier. Le narrateur est fasciné par les récits fantastiques de Abdullah et qui lui ont été rapportés par son père. Hammoussa, son vrai nom est Azouz Barrada. Il est un ami de classe du narrateur. Si Abdelrahman est le coiffeur de Ma'allim Abdeslam, mais Sidi Mohamed le détestait et il ne l'aimait pas du tout, car il savait très bien que Si Abdelrahman était chargé de le circoncire, l'opération de la circoncision. Ensuite, Sidi Arafi, c'est un voyant du quartier chez qui la mère du narrateur se rendait accompagnée de Lalla Aïcha pour prévoir l'avenir et en même temps pour bannir et dégager le mauvais œil qui touchait sa famille. Salama est une ancienne esclave, c'est la marieuse professionnelle qui a la voix d'un homme. C'est elle qui était chargée des mariages arrangés dans le quartier. Zohor est une voisine de Lalla Aïcha. Lalla Khadija est la femme de l'oncle Uthman. L'oncle Uthman, à son tour, qui est l'époux de Lalla Khadija, mais qui est aussi l'ancien maître de Mbarka. Et bien sûr, Mbarka est une ancienne esclave de l'oncle Uthman. Les couples qu'on trouve dans la boîte à merveilles sont Lalla Zoubida avec Moulay Abdeslam, les parents du narrateur. Moulay Abdeslam est un tisserand âgé de 40 ans, Lalla Zoubida 22 ans. Ils ont un enfant qui est Sidi Mohamed âgé de 6 ans. Ensuite, on a Fatma Bziwiya et Allal le jardinier.
Ils n'ont pas d'enfants. Le troisième couple, c'est l'Allah Rahma avec Driss Laouad, le fabricant de charrues. Ils ont une fille, prénommée Zineb, qui est âgée de 7 ans, c'est la voisine du narrateur. Et le dernier couple, c'est l'Allah Aïcha avec Moulay El-Arbi. Moulay El-Arbi qui a été escroqué par son associé et qui a été aussi sauvé par sa femme ou bien son épouse, l'Allah Aïcha. Ce couple est stérile, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Dans ce roman autobiographique intitulé La boîte à merveilles, c'est l'histoire d'un enfant de 6 ans, appelé Sidi Mohamed, qui est en même temps l'auteur et le narrateur. Il fait le bilan de son enfance en racontant sa vie quotidienne avec sa famille dans l'ancienne Médina de Fès. Sa mère, Lalla Zoubida, était une femme superstitieuse et son père, Malem Abslam, un montagnard qui constituait la source du bonheur de son fils, Sidi Mohamed. Pendant son récit, Sidi Mohamed nous décrit ses moments de bonheur ainsi que ses instants de malheur. Le malheur, comme par exemple le msid avec le frère et sa fameuse baguette de cognacier, le bain mort auquel il était obligé de partir en compagnie de sa mère, sans oublier les randonnées quotidiennes ou même les préparatifs de l'Achoura. Durant toute sa période d'enfance, le petit était attaché à une boîte qu'il appelait la boîte à merveilles, où il rangeait des objets hétéroclites qui représentaient ses amis et son ultime refuge comme étant un enfant seul, unique, qui aimait fantasmer et créer son propre monde d'imagination et de rêverie. Donc, pour le schéma narratif, comme vous savez, le schéma narratif se compose de 5 étapes. La situation initiale, qui est une situation qui présente l'équilibre et le calme de départ. On a l'élément perturbateur, c'est un événement inattendu, brusque, abrupt, qui vient gêner la vie des personnages. Les péripéties, c'est l'ensemble des actions entreprises pour trouver une solution à la situation problème ou bien au problème même. Le dénouement, c'est la partie résolution. A-t-on pu, oui ou non, résoudre le problème? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et la situation finale, c'est une comparaison avec la situation initiale pour voir est-ce qu'on a pu récupérer le calme et l'équilibre de la situation de départ. Pour la boîte à merveilles, la situation initiale s'étale sur 8 chapitres. C'est la particularité de la boîte à merveilles, sachant que le roman est composé de 12 chapitres. Donner à la situation initiale à elle seule 8 chapitres, vraiment, elle a la part du loup, comme on dit. Donc, le narrateur personnage vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit. On a dit qu'elle s'étale sur 8 chapitres. Donc, l'ampleur et cette place qui lui est consacrée par Ahmed Soufriwi montre à quel point est-ce que Sidi Mohamed, sa mère et son père, vivaient dans la félicité, étaient heureux et menaient une vie paisible, tranquille, calme, sans problème. Donc là, c'est une sorte de félicité dans laquelle baigne le petit enfant. Et c'est cette même félicité qui le plonge dans un monde merveilleux. Parce que, en lisant la boîte à merveilles, on voit qu'à chaque fois qu'il se sent bien, il va vers sa boîte à merveilles. Surtout à la fin, tout à la fin de l'œuvre, lorsque son père est de retour, c'est bon, il est rassuré par la présence de son père, donc là, il peut se confier à sa boîte à merveilles. L'élément perturbateur, qu'est-ce qui va gêner la vie des personnages? Eh bien, ce qui va troubler ce bonheur dans lequel vit la famille de Sidi Mohamed est la perte du capital du père du narrateur au souk des Haïk. C'est la ruine du père. Cette ruine du père va troubler ce calme et va briser l'équilibre dans lequel il vivait. Il a perdu tout son argent dans le souk des Haïk. Les péripéties, quelles sont les actions que le père va faire pour trouver une solution? Donc, c'est un portrait élogieux du père. On montre un père qui est responsable, qui assume ses responsabilités. Après la perte de son capital, il a décidé de trouver une solution. Et la solution qui s'est présentée, c'est qu'il va partir pour travailler en tant que moissonneur afin de pouvoir amasser de l'argent
l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier, pour qu'il puisse se remettre à pied et relancer son atelier. Donc, cette période de voyage du père sera comme un congé pour l'enfant. Mais l'enfant ne va pas bénéficier de cette période parce qu'il ne sera pas en bonne santé, il sera malade, il va même s'absenter de l'école coranique, bien sûr à cause de la faiblesse qui résulte de sa maladie. Du côté de la mère, elle est triste, elles seront au mausolée, elle va voir euh, des voyantes pour pouvoir trouver une solution, parce qu'elle croit, on a dit qu'elle est superstitieuse, elle croit que le mauvais œil poursuit sa famille. Donc, ce départ du père qui assume la responsabilité, qui prend les choses en main, qui va pour trouver une solution pour amasser de l'argent, pour revenir se remettre à nouveau à pied et relancer l'atelier, ne sera pas une période facile pour la famille. Parce que, comme on a dit au départ, le père était la source du bonheur de notre personnage principal, Sidi Mohamed. L'absence du père a brisé l'enfant. Donc, il n'arrivait plus à partir à l'école coranique, comme si il était faible. Cela va s'impliquer directement sur la maman, qui est à la fois triste en voyant son fils malade et à cause du voyage de son époux, parce qu'elle n'a pas l'habitude de se séparer de lui. Le dénouement, heureusement que pour la boîte à merveille, on a un dénouement heureux, le retour du père. Donc c'est le retour de la sécurité, le retour du calme, le retour de la joie pour tous les membres de la famille. Et pour la situation finale, on a dit dès le départ que la situation finale consiste en une comparaison avec la situation initiale. Là, si on compare, on va voir qu'on a le retour de l'équilibre, le retour du calme, le bonheur qui vient s'installer dans le foyer de Sidi Mohamed. Et bien sûr, lorsque Sidi Mohamed s'est senti à l'aise, s'est senti en sécurité par le retour de son père, il va réouvrir sa boîte à merveilles et il va rejoindre ces objets qu'il aimait tant. On arrive à l'étude du paratexte. On commence par la première de couverture. Donc, sur la première de couverture, on a le titre de l'œuvre, La boîte à merveille. La boîte à merveille, on a utilisé un article défini, là, qui renvoie à une réalité comme si la boîte était connue du lecteur. Et par ce complément de nom, à merveille, suffit à déterminer le genre d'histoire qui va être racontée et de se poser des hypothèses de lecture. L'auteur incite le lecteur ici à faire part de son imagination, à prendre en considération que la boîte à merveilles est avant tout une fiction avant d'être une autobiographie. Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais la boîte à merveilles est le nom que les Marocains ont donné à la télévision, puisqu'elle représentait l'époque de son entrée dans les foyers marocains, un moyen de divertissement très développé. Le jour où la télévision est entrée dans la société marocaine, elle était appelée la boîte à merveilles. Cette expression a marqué le patrimoine socioculturel marocain. Donc, dans le roman, il s'agit d'une boîte où le petit enfant, âgé de 6 ans, Sidi Mohamed, le personnage principal, range des objets usés qui sont d'une grande importance pour lui parce qu'ils constituent le monde de ses rêveries, de son imaginaire. Cet enfant qui est très attaché au fantastique, qui est un grand rêveur, s'enfuit et s'échappe de sa solitude vers sa boîte à merveilles. Donc pourquoi est-ce qu'il est tout le temps attaché à ce monde de rêverie? Cet attachement est dû au fait qu'il est enfant seul, qu'il est enfant unique, il n'a ni frère ni sœur. Sur la première de couverture aussi, on a le nom de l'auteur qui est Ahmed Sfrewi. On a déjà donné la biographie d'Ahmed Sfrewi, donc il n'y a pas de souci si on la rappelle. Ahmed Sfrewi est un écrivain marocain d'expression française qui est né à Fès en 1915 dans une famille berbère, arabisée. On a dit tout à l'heure que même si sa famille est berbère, il parlait la langue arabe. Après l'école coranique, il va fréquenter l'école française, puis le collège. Pourquoi l'école française? Parce que le Maroc, à l'époque, était sous le protectorat français. Sa carrière débutera dans un cabinet d'avocat, mais dès 1933, il va être séduit par l'écriture journalistique. En 1938, il va occuper le poste de conservateur de musée à Fès. En effet, Sfrewi est sans conteste
l'initiateur de la littérature marocaine d'expression française avec son premier titre, Le Chapelet d'Ambre, qui a été publié en 1949. En 1954, la publication de La Boîte à merveilles lui permet d'obtenir le Grand Prix littéraire du Maroc, décerné pour la première fois à un Marocain n'ayant pas la nationalité française. Sfrewi est décédé malheureusement en 2004 à l'âge de 89 ans à Rabat. Dans ses écrits, l'auteur, décédé en 2004, décrit généralement les milieux traditionnels marocains comme un ambassadeur de la culture marocaine, en insistant sur la réalité vécue et en laissant volontairement de côté les considérations politiques. Donc, il était plus fasciné par la société, par la culture, par les habitudes, les us, les coutumes, les interactions entre des femmes entre elles, des hommes entre eux. Donc, il était plus attaché par la sociologie, c'est-à-dire par la structure de la société marocaine. Parmi ses principales œuvres, Le Chapelet d'Ambre, qui a été publié en 1943, Boîte à merveilles 54, La maison de servitude 73, Le parfum des légendes en 2003. Et on a aussi Le jardin des sortilèges. Ensuite, on a une image, toujours sur la première de couverture. Donc, l'illustration met en œuvre une ruelle étroite dans l'ancienne Médina où marche une femme qui porte un haïk et portant à ses bras un enfant, un petit garçon, vêtu d'une djellaba. Là, c'est ce qu'on voit. Mais en lisant le roman, on découvre. Donc là, c'était la dénotation. Là, avec connotation, c'est-à-dire en ajoutant notre point de vue, on va dire que il paraît que la femme qui déambule dans les ruelles de l'ancienne Médina de Fès est la mère du narrateur, Lella Zoubida, et que l'enfant qu'elle porte dans les bras est lui-même notre personnage principal, Sidi Mohamed. Juste l'édition, c'est la librairie des écoles. On a aussi l'édition. Et on a le genre. Sur certains romans, c'est écrit seulement roman. Sur d'autres, c'est écrit roman autobiographique. Mais la réalité, c'est que c'est un roman autobiographique. On passe à la quatrième de couverture. Pour la quatrième de couverture, elle présente un extrait de l'œuvre. Elle résume en partie le livre, pas entièrement, afin de laisser planer un certain mystère et donc ménager du suspense. Elle incite le lecteur potentiel à lire l'œuvre. C'est le mot phare. On ne peut pas tout donner au lecteur, mais juste on choisit le meilleur extrait selon l'éditeur ou bien parfois selon l'auteur pour attirer l'attention, pour susciter l'intérêt du lecteur pour qu'il aille lire toute l'œuvre et découvrir ce qu'elle cache. Pour les fonctions du paratexte, elles sont multiples et nombreuses. Déjà, pour le paratexte qu'on a concernant la boîte à merveilles, il a une fonction informative, c'est-à-dire qu'il vise à donner au lecteur les informations requises sur l'œuvre, c'est-à-dire l'identification de l'œuvre. L'auteur, le titre, le genre, l'édition. Une fonction incitative qui vise à inciter le lecteur à la réflexion et à poser des questions. Lorsque tu vois cette image, l'illustration qu'on a sur la première de couverture, ou bien rien qu'en voyant le titre, on peut commencer à émettre des hypothèses. Et donc là, il prête à réflexion. Et à la fin, on a une fonction publicitaire qui vise à attirer le lecteur pour l'achat de l'œuvre. Et là, on peut dire que c'est la fonction plus ou moins de la quatrième de couverture. Notre vidéo prend fin. La prochaine vidéo portera sur l'incipit, l'étude de l'incipit, premier chapitre de la boîte à merveilles.